Bonjour à tous, test du micro. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Super, C'est une très belle voix. merci. Oh là, déjà, les compliments. C'est parti. On va essayer de démarrer à l'heure, il est 18h30, donc c'est parti. Donc bienvenue à une soirée Meetup GDG Bordeaux, proposée et organisée par le groupe GDG Bordeaux. Donc merci à tous d'être présents. On remercie voilà, donc l'équipe qui a organisé le Meetup en particulier. Et puis on profite un peu du moment effectivement confinement pour proposer des meet-up un peu alternatifs qui permettent aussi d'adresser voilà de s'ouvrir à un territoire un peu plus vaste que Bordeaux uniquement. Donc voilà, on espère que si c'est une réussite, pouvoir remettre ça à l'avenir. Donc aujourd'hui on va parler de Go. Cette conf s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à Go. On ne demande pas spécialement de connaissances approfondies en Go, simplement maîtrise de la syntaxe de base. D'abord, est-ce que tout le monde parle bien français ici? Est-ce que comme on a des collègues qui sont Is everyone speaking French here? Juste pour être sûr. Ok, c'est bon. Parfait. Ok, super. Donc on va rester en français. Hop là. Donc d'abord, l'organisation de la presse, on va avoir quelques slides pour poser le contexte et puis on va rapidement basculer dans de la programmation pour hop. J'accepte les gens qui arrivent en même temps pour parce que c'est beaucoup plus du live coding que du slide. Donc je vais sur la présentation Google Chrome et c'est parti, je fais défiler. Alors, tac. On commence par rappeler ce que c'est que le clean code. Donc le clean code, bah, voilà, tout le monde, c'est l'idée principale, c'est l'ensemble des règles tacites qu'on retrouve dans les équipes qui arrivent à maintenir une base de code propre, c'est-à-dire maintenable, lisible, évolutive, etc. Ce qui est important surtout dans le clean code, c'est que on comprenne chacune des responsabilités des modules d'une plateforme et qu'on arrive à s'y retrouver rapidement. Hop. Un petit peu de contexte pour expliquer pourquoi est-ce qu'on fait du Go et qui on est. Moi et Thomas Bruyel qui est sur la conf et qui va intervenir aussi, on travaille tous les deux dans une société qui s'appelle Kinae Technologies sur Paris et on fait de l'intelligence artificielle pour aider à détecter des pathologies sur des images biologiques. C'est-à-dire qu'on a une web app et on a un viewer un peu à la Google Maps et ce viewer nous permet d'analyser des images en détail et ensuite avec les algorithmes de machine learning, on détecte des cellules cancéreuses, non cancéreuses. Voilà, donc on adresse un certain type de maladie et on s'adresse à des cliniques, des hôpitaux, des centres de recherche ou des groupes pharmaceutiques sur des études cliniques. Voilà, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers notre site web et côté back-end, parce que là c'est moi et Thomas, on fait partie de l'équipe back-end. On fait essentiellement du Go. En termes de stack, voilà, c'est du Mongo, du Go, du Redis, du gRPC, du Postgre, du PostGIS, enfin des trucs un peu, voilà, un truc qui marche bien. On est 6 dans notre équipe et il est possible que d'ici la fin de l'année, on recrute une personne supplémentaire. Donc voilà, j'en profite pour faire un peu de pub. Je ne sais pas si c'est dans le règlement intérieur du GDG, mais je le fais quand même. Ensuite, slide suivante, je laisse Thomas te présenter. Merci. Moi, je travaille donc en full remote, hein, Benjamin aussi d'ailleurs. Donc, je suis un ancien codeur en C, Java, Android et finalement Go hein, depuis longtemps. Ça fait 3 ans que je pratique du Go en vraiment professionnel, mais sinon, j'en fais vraiment depuis 5 ans, plus sur des side projects. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, la maintenance et que le code soit bien testé, qu'il soit bien maintenable. Et j'aime aussi donc le scope hammering. Donc bon, ça c'est pour ceux qui ont lu le dernier livre de Bescamp chez Pub, ça c'est en gros c'est quand un PO vient vous voir avec une spécification et vous dit qu'il veut un lance-flamme et vous lui faites comprendre qu'il a besoin juste d'une allumette. Donc ça c'est voilà, c'est ça le scope hammering. À toi Benjamin. Ok.
Moi de mon côté, du coup, comme le disait Thomas, on est développeur remote, on est un peu tous, on est tous répartis en Europe essentiellement sur la boîte. Il y en a quelques-uns à Paris, mais sinon, c'est moitié-moitié, moitié Paris, moitié Europe. Voilà, des expériences surtout précédemment Java, avant expérience en traitement du signal, parce que c'était ma formation initiale, et puis surtout, ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la simplicité. Voilà, j'ai la mémoire d'un poisson rouge, donc c'est important pour moi d'être toujours capable de recomprendre ce qui a été fait. Donc, voilà. De quoi on va pas parler, c'est important de, de poser ça. On va pas parler de comparaison de langage, donc je ne répondrai pas aux questions sur pourquoi pas Rust. On va pas parler de performance parce qu'il y a déjà beaucoup de conférences sur les performances en Go, et on va pas parler non plus des channels et des Go routines qui sont un peu au cœur du langage, mais qu'on n'adressera pas aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on fait du Go? Alors il y a un certain nombre de raisons, tout simplement parce que Go c'est un langage qui est simple, qui est procédural, qui est lisible, qui est concis, qui est minimaliste, qui est un peu chiant parfois, mais du coup ça a un gros avantage, c'est que c'est du code qui est compréhensible par n'importe quel arrivant dans l'équipe. Il y a des frameworks de testing et de profiling, c'est-à-dire que Go vient avec tout son outillage. La concurrence est intégrée nativement dans Go, ça c'est la force du langage. Les interfaces sont satisfaites implicitement, ça va être le sujet précisément de ce talk ce soir. Et la maintenance est facilitée. Thomas a rajouté ce point tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est plus difficile avec le temps de faire des choses cracra en Go, alors que d'autres langages autorisent à faire des choses qui partent dans tous les sens en fonction de l'affinité du développeur et autres. Donc on se retrouve avec des code base 5 ans, 10 ans après qui sont absolument impossibles à exploiter. Donc quelques petits concepts avant de rentrer dans le code. L'injection de dépendance. Donc vous avez sûrement, excusez-moi, je vérifie ici. Ouais, merci pour les gens qui acceptent les gens. L'injection de dépendance, c'est quoi? C'est une technique qui consiste quand un objet a besoin d'un autre objet qui va appeler une dépendance, plutôt que lui à aller la chercher, on va lui injecter. C'est-à-dire que le programme principal ou un injecteur, en fonction du framework que vous utilisez, va se charger de remplir et de positionner les objets aux endroits où il y en a besoin. Le gros intérêt de l'injection de dépendance, c'est la separation of concern, c'est-à-dire qu'on identifie clairement le rôle de chacune des parties, chacun des modules du code, et en fonction des besoins, on injecte ou on n'injecte pas. Donc ça va être très important pour nous. Il y a la deuxième chose importante, c'est l'implémentation implicite, c'est-à-dire que contrairement à d'autres langages objets, en Go, on a une approche objet qui est assez minimaliste, mais qui permet quand même de faire de l'implémentation d'interface. À la différence qu'en Go, on va hériter implicitement des interfaces. À partir du moment qu'un objet, un type propose l'ensemble des méthodes d'une interface, alors il va satisfaire cette interface. Ce qui permet de découpler complètement, de placer à des endroits différents du code, la définition de l'interface et l'implémentation. Ça permet aussi de définir autant d'interfaces qu'on veut et d'utiliser une même implémentation. C'est-à-dire une implémentation peut satisfaire une centaine d'interfaces, ça peut fonctionner aussi. Ce talk, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ça et pourquoi on est parti sur cette architecture il y a quelques temps avec l'équipe, c'est qu'on a lu un article qui était très intéressant de Ben Johnson qui parlait de Standard Package Layout. Il a étudié, il a testé différentes approches en termes d'architecture logicielle de package surtout. Il a fini par en arriver à son optimal qui définit, c'est-à-dire on va vous présenter un peu l'approche, c'est un peu l'idée de ce talk. L'idée c'est de faciliter et simplifier l'écriture de tests et de forcer cette separation of concerns pour qu'on y voit clair. Ouais, je voilà. peux ajouter un truc. Oui. Donc oui, Zero Interaction Package, pourquoi on appelle ça comme ça? Donc, comme les interfaces sont implicitement satisfaites, on a moins de dépendances. Et donc les dépendances, c'est ce qui un peu rend le test difficile à tester. Et pourquoi on n'a pas appelé ça Zero Dependency Package, mais plutôt Zero Interaction Package, puisqu'en fait, on peut avoir des dépendances vers d'autres types de packages, mais on ne va pas utiliser leur méthode associée, ou les fonctions de ce package. Et on va voir un peu en quoi ça consiste.
Donc dans les 50 minutes qui nous restent, on va partir d'un projet qui est assez simple, qui est un cas d'école, et on va essayer de le découper, enfin le découpler au fur et à mesure en rendant l'architecture beaucoup plus facile à tester. Donc le projet auquel on va s'intéresser, c'est le suivant. On a essayé de trouver un cas qui permette d'adresser à la fois un appel de third party, d'API externe, et à la fois une utilisation de database. Donc on en est arrivé à ce projet-là. On va avoir un client HTTP, qui est là, qui fait une requête GET simple, peu importe le pass, sur notre serveur. Notre serveur, il a un listener HTTP et il va extraire l'adresse IP de cette requête. Il va demander à cette third party qui est typée stack, c'est une API qui est en ligne, de retourner le code ISO du pays. Et avec ce code, ensuite, on va sauvegarder l'adresse IP pour des raisons de télémétrie. Le use case, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant, c'est simplement d'avoir une interaction avec la database. Et ensuite, à partir d'une map, on va retourner un hello. Il est 3h43. Si jamais l'IP est espagnol, on va retourner hola, San Las, datata. Si c'est en allemand, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc voilà l'architecture globale. Je laisse Thomas prendre la main pour vous présenter le code et pour vous montrer un petit peu la code base initiale sur laquelle on va partir. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, tu le vois. Est-ce que c'est petit, trop petit? Je peux agrandir un peu. Bien. Un petit peu, ouais. Comme ça, voilà, tac. Ok. Et ici, je vais agrandir un peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce projet? Pour l'instant, c'est assez simple. On a tout dans le même package. Donc, on a un CMD CLO, un main.go et un HTTP.go. Donc, le main, il est là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Simplement la connexion Redis qui est préparée ici. On a ensuite cette struct qui est instanciée et qui est passée au listen and serve. Donc, cette struct implémente HTTP handler pour pouvoir être passé à listen and serve. Donc, on va l'avoir immédiatement. Et alors, le serveur HTTP, donc en gros, bon là, c'est du code, on va dire, tout est mis dans la même méthode, hein. On a fait exprès de démarrer un peu crado pour montrer un peu comment on va arranger ça. Donc, on a un serveur HTTP ici, sur le CLO. La première chose qu'il fait, il va récupérer l'IP. Donc, l'IP, là, elle est récupérée depuis le header xForwarded4, ou bien alors depuis remote ADR de la requête. OK. Ensuite, on va se connecter sur l'API PStack, donc l'API externe. En passant cette IP, on vérifie le statut code. Ensuite, on va désérialiser la réponse en récupérant le country code. Avec ce country code, alors pas tout de suite le country code d'abord, ensuite on va incrémenter les hits pour cette IP dans la base de données. Donc bon, c'est une traçabilité qu'on a mis en place, mais ça ne sert pas à grand chose pour l'instant, mais c'est pour vous montrer un peu les différentes dépendances qu'une application standard peut avoir, hein. Ensuite, on va récupérer une translation dans une. Bon, là, c'est une map, mais effectivement, on pourrait aussi utiliser une API translation. En fonction du country code, on va rechercher donc le hello, parce que c'est une appli qui dit hello. Voilà, c'est très intéressant. Et si on ne trouve pas, on prend GB par défaut. Et ensuite, on va écrire dans la réponse ce qu'on a récupéré de la map avec le kitchen time. Donc, ça, c'est une format en heure du temps. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais le run. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit curl. Oui. Donc là, je vais faire un curl avec une IP en 2.0.0, ce qui correspond en fait à du FR. Donc IP stack, quand je vais lui envoyer IP 2.0.0, il va me dire ça c'est du FR. Donc normalement, il devrait me répondre salut, il est voilà, 4h44. Donc le truc est répondu. Si je veux, par exemple, mettre une autre IP, juste pour le test, on va vérifier. 38, 16, 0. Là, on l'a en anglais. OK. Donc, ça fonctionne. Seulement, voilà, ce gros paquet de code, comment on le teste? Alors, on a fait l'exercice. On va vous montrer ce qu'il en est.
Donc on a un test CLO serve HTTP, donc ça correspond à la méthode. Alors le test, il commence bien sûr par se connecter à la base de données. Donc première dépendance, c'est la base de données. On instancie le CLO. Ensuite, on a, ça si les gens ne connaissent pas, c'est des tests paramétrisés. Bon, je ne sais plus en français comment ça se dit, désolé. En gros, on va avoir une série de cases. On va définir chaque case via une struct qu'on peut voilà, définir inline. Donc là, bon, généralement, on a toujours un nom, puisque c'est le nom qui va apparaître dans le test. Et ensuite, les paramètres, éventuellement une fonction d'assert qui va vérifier des choses. Donc, par exemple, ici, on n'a qu'un seul case pour notre test. On va se cantonner pour la plupart de cette session à un seul test. C'est pas le but. Le but, c'est pas de vous montrer tous les cases. Ce premier test, il va dire une adresse UK va retourner le time en anglais, enfin le CLO en anglais. Ok. Donc on a la request ici qui est donc une request avec un header x forwarded for, donc à l'instar de ma commande curl. Et on a un assert ici qu'on verra un peu plus tard. Ensuite, j'ai ma boucle qui va tester tous mes cases. Donc là, je vais lancer un sous-test. T.run, c'est pas mal du tout parce que ça permet en fait de splitter un test en plusieurs sous-tests. Et s'il y en a un qui fail, il va quand même exécuter les autres. Mais on aura un rapport très détaillé de chaque case avec fail ou pas fail. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'utilise un new recorder de HTTP test. Donc ça, c'est une méthode qui va nous permettre d'avoir un type qui implémente HTTP Response Writer. Donc on va pouvoir le passer à serve HTTP. Mais qui va enregistrer et fournir des méthodes assez faciles pour donc récupérer qu'est-ce que le handler a écrit dans le response writer. Donc on appelle serve HTTP avec donc notre requête. Donc, PT ça correspond au case, R ça correspond à la request. Et ensuite on va appeler notre assert. Donc le assert, on va regarder ce qu'il fait maintenant. Il lit le body du recorder, vérifie que le code c'est bien 200, donc si on n'a pas répondu 200, c'est qu'il y a une erreur, donc là il faut qu'il y ait 200. Et ensuite, on va avoir cette assertion sur le body, hello it is, point étoile, parce que bon, l'heure, c'est un peu compliqué à vérifier des heures dans un test, forcément, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'adapte, et puis si le test est un peu long, on peut avoir une minute qui va changer, le test va fail pour rien, donc l'heure c'est typiquement quelque chose qui crée des flaky tests, et qui est un peu pénible à tester, et on verra comment améliorer ça. Ensuite, on va vérifier qu'il y a bien eu le hit au niveau de la base de données. Donc, on va récupérer le hit de la base de données. Donc, le hit, c'est Redis derrière. Donc, le début de la clé, c'est hit. Ensuite, on a l'IP. On fait un get sur cette clé et on vérifie que sa valeur, c'est 1. Puisque normalement, on a tapé une seule fois, donc ça doit être 1. Donc, je vais run les tests. Alors oui, j'aurais peut-être dû déjà flush ma base de données. Donc, bon, on va le refaire. Excusez-moi. Pour vous montrer un truc. Alors, ok. Là, donc là, le test est passé. Un test qui met quand même... bon, là, on va éviter le cache. Oui, d'accord. Excusez-moi. On va ranger ça. Voilà. Donc le test, c'est un test qui est un peu long quand même, quasiment une demi-seconde. Et si jamais je le relance, donc vous avez vu le problème juste avant, si jamais je le relance, je vais avoir une erreur parce que ma base de données, elle n'a pas été flush, n'a pas été reset. Donc le hit qui est testé ici n'est plus bon, il n'est plus égal à 1, il est égal à 2. Ce qui veut dire que je dois en plus, avant chaque case, flush la database pour que ça fonctionne. Ça fait partie des trucs qui sont un peu ennuyants au niveau des tests. Maintenant, ça fonctionne à chaque fois. Donc voilà pour le test tel qu'il est maintenant. Et donc, à moins qu'il y ait des questions, Benjamin va prendre la suite et vous montrer comment on peut améliorer tout ça. Ok, merci Thomas. Je reprends la main, je vais vous partager. On va basculer sur VS Code. Vous me dites si ça marche, ça a l'air de marcher. Ok.
Donc, alors effectivement, on a les soucis classiques qu'expliquait Thomas, c'est si on s'amuse à vouloir faire du test unitaire sur une vraie base de données, forcément, pour la gestion de la concurrence, des tests en parallèle, très vite, on va avoir un souci. On a notre souci, c'est le time.no, on sait pas, enfin la gestion de l'heure, c'est mal géré. Et puis le troisième souci, c'est le fait qu'on appelle directement IPstack pour l'instant. Et ça, c'est ennuyeux parce qu'on peut pas s'amuser d'abord à ce que chaque test envoie un call sur une API, et on va pas non plus s'amuser à laisser traîner une clé d'API entre les développeurs. Donc tout ça, il va falloir moquer. Donc avant de vous moquer, avant de lancer ça, je vais juste vous partager, j'aurais dû vous partager mon écran complet, excusez-moi. Tac. Hop, je vais vous parler d'un petit projet qu'on va utiliser qui s'appelle, je vais y arriver, Gomock sur GitHub. Donc Gomock sur GitHub, c'est un projet qui est assez simple. C'est un projet qui va se charger, c'est un projet pour faire des asserts et des expects sur des tests unitaires comme on en voit dans tous les langages. La différence, c'est qu'il vient aussi avec un générateur qui s'appelle mockgen, qui va nous permettre d'implémenter automatiquement les interfaces qu'on va définir. Ça va être super facile à utiliser. Je vais vous le montrer, et ça va nous éviter d'écrire nos implémentations nous-mêmes. On peut le faire, hein, on pourrait écrire nos mocks, mais le problème c'est que ça prend du temps, et qu'à chaque modification d'interface, il faudrait modifier le mock, etc., etc., alors que rajouter sur une build chain, une génération de sources, ça prend rien, c'est transparent pour le développeur, et ça va plus vite. Donc ici, là, on est sur notre projet, comme l'expliquait Thomas, on a notre handler HTTP principal. Nous, on va s'attaquer en 3 étapes à ce projet-là. On va faire le step 1, on va s'amuser à extraire les appels sur l'IPstack, sur l'API IPstack. Ensuite, on va s'amuser à moquer la database, et ensuite on va s'amuser on va essayer de moquer le time.no, et ensuite on va aller plus loin en fonction du temps qui nous reste pour voir jusqu'où on peut aller comme ça, jusqu'où on peut pousser les tests pour avoir une couverture de tests qui soit pas loin des 90%, enfin en fonction des objectifs de l'équipe. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais créer un package qui va s'appeler IPstack. Dedans, je vais y mettre un fichier qui va s'appeler ipstack.go. Tac. Excusez-moi, il n'est pas du bon côté. Tac. Voilà. Je vais appeler ce package IPstack. Dedans, je vais créer un type que je vais appeler IPstack. Je voudrais équiper ça en majuscule. C'est une struct. Pour l'instant, je ne sais pas ce dont je vais avoir besoin encore à l'intérieur, donc je le laisse vide. Parce que j'entends des gens qui arrivent sur le Meet, mais je ne vois plus le Meet. Super, bon, merci. Type IPstack truc. Ensuite, j'ai besoin d'un constructeur. Donc, je vais me faire un petit constructeur très rapide sur IPstack qui va simplement me retourner une instance d'IPstack. Donc, ça va être... Voilà. Et ok. Donc, qu'est-ce que j'aimerais que cet IPstack fasse? J'aimerais qu'il me fasse... j'aimerais que ce type réponde sur une méthode que je vais appeler... je sais pas, on pourrait l'appeler getCountryCode par exemple, parce que je crois que c'est le rôle, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. À partir d'une adresse IP, j'aimerais que ce service me retourne un country code. Donc country code, c'est une chaîne de caractères, et il est probable que j'ai un certain nombre des erreurs réseau, donc je vais sûrement avoir des erreurs à traiter. Ici, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne sais pas encore. Ce que je vais mettre, c'est que je vais aller récupérer le code qui fait ça. Donc là, c'était la récupération de l'adresse IP. Celui-là, je le remonte juste au-dessus. Et là, j'ai l'appel de l'API IPstack. Donc, je vais récupérer tout ce bazar-là. Hop. Et je vais aller le déplacer dans mon implémentation. Pour l'instant, je fais simplement du déplacement de source dans un paquet dédié. Voilà, donc je garde ça, je garde la logique du call get. Là, plutôt que de retourner une erreur HTTP, parce que là, je suis sorti du contexte HTTP, donc je commence à découpler petit à petit. C'est-à-dire que là, je retourne une chaîne de caractères vide et l'erreur qui m'est retournée. Là, si jamais mon code n'est pas status 200, je vais retourner une chaîne de caractères vide avec je ne sais pas, ce que j'ai envie de raconter. Bad code return from API. From country service, hop. Avec l'erreur derrière.
Hop, ensuite, j'ai le décodage de la réponse. Mais ensuite, dessous, donc je vais retourner ma chaîne de caractères qui sera location.countrycode et une erreur si jamais j'ai une erreur. Voilà, tac. Donc là, j'ai simplement récupéré ce que j'avais dans le projet. Hop, j'ai perdu au passage mon petit commentaire. Call API. Tac, voilà. Et j'ai déplacé dans un paquet dédié. Juste Benjamin, ligne 23, tu ne peux pas utiliser l'erreur dans ton FMT error. Je pense que tu voulais mettre le statut code. C'est exact. Status code. Merci Thomas. Du coup, de ce côté-là, de quoi je vais avoir besoin? Je vais aller récupérer je vais aller injecter mon ipstack dans ma structure CYellow. Donc ipstack.ipstack. Ce qui va me permettre ici de simplifier mon appel. Donc ça va être un sh.ipstack.getCountryCode avec l'adresse IP. Ça va me retourner un country code avec une erreur. Pardon, pour la gestion de l'erreur, j'ai récupéré ce que j'ai dessous. Donc bon, je rentre pas dans le détail, je retourne une erreur 500, ça veut dire que j'ai pas réussi côté serveur, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Et puis mon country code, je vais m'en servir, je crois, un peu plus bas. Voilà, hello country code pour aller taper sur ma map. Parfait. Ah tiens, un petit truc qui se balade. Ça, en fait, on nettoie. Et ensuite, au niveau de mes tests, comment ça se passe? Ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au moment où je vais initialiser mon CYellow, je vais avoir besoin de fournir une ipstack avec ipstack .new. Donc je vais lui fournir une implémentation d'ipstack. Si je teste ce code-là, j'espère que ça passe. Alors j'ai le même problème que Thomas parce que voilà, on n'a toujours pas moqué la database, donc on va commencer par flush la database. Ok, donc là tout s'est bien passé, c'est top, on est content, les tests passent toujours, mais en termes de bénéfices, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement sorti du code, mais c'est tout. Donc là on va commencer justement à utiliser les interfaces, on va créer précisément à cet endroit-là un nouveau fichier. Ce nouveau fichier, on va l'appeler port.go. Donc on est toujours dans le package main. Et ici, je vais définir une interface. Donc, cette interface, je vais l'appeler ipstack, parce que c'est toujours la même chose. Je pourrais l'appeler country service, je pourrais l'appeler peu importe. Et alors, moi, j'aimerais que cette interface me réponde à peu près, en fait, même exactement, sous la signature de ce que me répond l'implémentation réelle d'ipstack. Donc, dans mon port, ici, là, je vais définir, mon ipstack là. Voilà. Ensuite, ici, là, plutôt que d'utiliser mon implémentation réelle, je vais utiliser mon ipstack. Hop. Là, il n'est pas content. Alors, bon, il faut savoir que VS Code bug un peu, et puis c'est pas mon laptop usuel, alors ça devrait passer. Ouais, bon, ça je sais pas exactement. Un déclare, si je suis sûr que si je kill VS Code et que je le redémarre, il va repartir. C'est que du... Si ça passe dans mon terminal et ça vous ennuie pas d'avoir des traces rouges, ouais, ça me gêne pas non plus, voilà. Ok, j'ai installé le VS Code et tout le tralala hier soir en urgence parce que mon laptop m'a lâché, donc je suis maintenant sous Mac et un peu perdu. Voilà, donc là, on est content, on a une interface, et alors ce qui est assez fort, c'est qu'au niveau de notre main, ici, là, on va pouvoir injecter ipstack. ipstack, c'est une interface, donc, sauf que au niveau du main, on va vouloir injecter l'implémentation. Donc, on va aller chercher ipstack et on va lui filer une vraie implémentation d'ipstack. Voilà. Si on teste le programme, normalement, ça devrait fonctionner. Tac, je dois avoir... ouais, on va simplifier ça. Tac, je vais splitter mon écran pour pouvoir, voilà, y voir plus clair. Donc je vais construire mon projet. Hop, j'ai pas de build, je vais peut-être faire un make install. J'ai pas de makefile tout court. Ok, j'ai pas de makefile tout court. Alors je relance mon projet.
Je vais avoir besoin de sourcer, je crois, mon bash RC parce que sinon je vais pas avoir accès à mon projet CLO. Voilà, et là je démarre mon CLO. Donc si je lance une requête curl ici, ça répond bien, je suis bien sur, il est bien 4h59 en UTC, pardon, donc plus 2 en France, et tout fonctionne comme prévu. La différence, c'est que maintenant on utilise une interface ici. Donc du point de vue de mes tests, qu'est-ce que je fais? Donc soit je continue d'utiliser l'implémentation réelle, mais ça n'a aucun intérêt, c'est là que je vais commencer à moquer. Donc pour moquer, je vais utiliser ce fameux projet mockgen. Je vais aller récupérer une petite ligne que j'ai copiée. Voilà, pas sûr que je me sois pas planté, mais je l'ai écrit pendant que Thomas parlait. Donc qu'est-ce que ça va faire, cette petite ligne? C'est une instruction un peu de pré-processing qui permet à Go, quand on lance la commande GoGenerate de Go, d'aller récupérer, d'aller lancer les générateurs sur... Hop. Tac, GoGenerate. Voilà. Donc qu'est-ce que GoGenerate m'a fait? Il a appelé le générateur mockgen avec le fichier port.go, avec une adresse de destination, etc. Ça, ces arguments, c'est défini dans le projet mockgen. Qu'est-ce que ça a eu pour effet de quoi? Ça a eu pour effet justement de me générer ce petit mock. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est relativement simple. En gros, voilà, il y a une mock IP stack, et puis ça répond à mon get country code. D'un point de vue test, comment je vais faire? Je vais faire ici, je vais déjà déplacer ce CLO dans mon test pour pouvoir rendre mes tests complètement parallélisables. New recorder, je peux le laisser là. Hop. Je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle un contrôleur, donc gomock.newController, je dois avoir une méthode comme ça, voilà, qui prend le test en paramètres et qui me ressort un contrôleur. Et à l'aide de ce contrôleur, je vais pouvoir justement me créer mon IP stack, mon mock d'IP stack, en faisant je vais avoir un new mock IP stack qui va prendre mon contrôleur. Le contrôleur, j'ai une méthode particulière sur mon contrôleur, c'est comme ça que fonctionne GoMock, c'est qu'il a une méthode finish qu'on appelle à la fin du test qui va vérifier l'ensemble des assertions qu'on lui a demandé de vérifier. C'est-à-dire est-ce qu'on a appelé telle méthode avec tel paramètre, etc., etc. Et si jamais il voit qu'il y a trop d'appels sur une méthode ou que les arguments ne correspondent pas, il vient de dire ok, j'ai appelé la méthode, mais il y a un problème. Donc là, ici, je lui injecte IP stack et je vais relancer le test. Donc si je lance ce test-là, hop, je vais masquer ça. Donc là, pardon. Donc là, Gomock râle, le test casse, Gomock me dit j'ai un appel sur get country code, mais moi, je ne sais pas quoi en faire de ce truc-là. Alors c'est normal parce que c'est là qu'intervient justement le framework d'Assert et de mock. On va faire un IP stack et on va aller moquer l'appel en question. Donc on va faire ipstack.getCountryCode. Si jamais on nous répond sur, alors il y a un certain nombre de helpers, par exemple comme gomock.ni, etc., qui permettent d'accepter un peu n'importe quel type d'objet, toutes les strings, toutes les int, etc. Nous, on va s'intéresser surtout dans ce cas simple. J'aimerais simplement que si j'ai un appel de country code sur cette adresse IP précise, alors je vais retourner quelque chose qui va, je crois que c'est GB pour Great Britain, voilà. Great Britain. Désolé pour mon accent. Alors, donc là, il marche pas toujours. Alors, il s'attend à ce que j'ai un appel sur get country code. Alors, mauvais, non, bah oui, c'est normal. C'est normal parce que mon country code, il retourne deux choses. Il retourne à la fois mon code ISO de pays et il retourne aussi une erreur. En fait, il faut exactement que le nombre d'arguments d'entrée et de retour match, sinon le mock ne va pas être capable de s'y retrouver. Donc là, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a divisé, on s'est déjà débarrassé de l'appel d'IPstack et surtout on a divisé le temps d'appel, le temps d'exécution de notre test unitaire à 0,2 secondes. Bon, ce qui reste un peu énorme parce qu'on a toujours Redis pour l'instant. Voilà. Je passe la balle à Thomas qui va nous parler du step 2. Oui. Donc, je vais reprendre l'écran. Alors, on est de retour donc
j'ai repris là où on est, Benjamin. Hein, donc on a toujours ici le package CLO dans CMD avec le main, le port mock test. Donc il faut savoir que la commande generate, oui, il a dit que générer ce fichier. Et on a le package IPStack ici, qui donc est la véritable implémentation d'IPStack et qui appelle le truc IPStack. Donc il faut savoir que, pour préciser, si il est possible effectivement de tester IPStack, mais c'est pas très intéressant en fait, parce que c'est que des appels HTTP. Nous, ce qu'on souhaite vraiment tester, c'est la business logic de notre CLO, c'est-à-dire vraiment comment il va, la logique interne. Qu'il fasse appel à IPStack, qu'il fasse du HTTP, ça vient polluer un peu la business logic, c'est pas très intéressant. Donc c'est pour ça que c'est bien d'externaliser ce genre de choses. Donc là, on va continuer sur la lancée, on va moquer la database. Donc, je vais, tout comme Benjamin a créé un répertoire IPStack, moi je vais créer un répertoire DB. Et je vais créer dans DB un db.go. Ça va être package DB. Dedans, je vais créer un type DB qui va embed le Redis client, puisque ça va être l'implémentation, donc ça va utiliser Redis, ça j'en suis sûr. Alors, ouais, c'est bon. Ensuite, je vais avoir un new, c'est bon, qui va prendre le Redis client et qui va tourner à DB. Ça va retourner DB avec RDB dedans. Jusque là, on est bon, presque. Okay. Et ensuite, je vais avoir ma méthode. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la base de données? Pour l'instant, elle n'a qu'une seule méthode, c'est incrémenter les hits pour l'IP. Donc, je vais créer une méthode qui va s'appeler hit pour l'IP, qui potentiellement retourne une erreur. Donc, pour l'instant, l'implémentation, je vais simplement la récupérer de ce qu'on avait ici, à savoir cette partie-là. Donc ici c'est pas SH, c'est DB, mais ici comme je l'ai embed à l'intérieur de ma struct, je peux taper directement les méthodes Redis depuis mon objet DB. Et bon, on n'a plus d'HTTP, hein, puisque là on est complètement hors dehors du contexte de HTTP, donc on va simplement le retourner. Je le return directement, parce que si c'est nil, bon, bah, ça retournera nil, sinon ça retournera l'erreur. Donc là j'ai mon DB, mon package DB. Donc maintenant, je vais retourner mon CLO. Mon CLO, je vais le changer. Je ne vais plus avoir ici de Redis Client, je vais plutôt avoir une DB qui, donc on a vu, demande DB. Donc DB parce que c'est le package DB, et DB, mon type qui est ici. D'accord. Alors, comme l'a montré déjà Benjamin, on sait à l'avance qu'on ne va pas utiliser cette implémentation directement. On va utiliser une interface. Donc, allons directement créer cette interface. Donc, on recopie une interface qui s'appelle DB. On va recopier la signature. C'est assez simple, donc je ne vais pas faire du copier-coller, ça va aller. String error. On n'est pas obligé de nommer les paramètres lorsqu'on définit des interfaces. Ici, donc, je vais plutôt utiliser DB que DB. Alors ensuite, dans le main, je vais devoir injecter ici la DB. Donc ici, par contre, donc, tout comme pour le... C'est ça que je passe la vraie implémentation. Oui, il a besoin de RDB, lui. Hop. Et enfin, dans mon test, alors, qu'est-ce qui va se passer dans mon test? Ici, je vais créer... il faut que je lance GoGenerate pour pouvoir avoir... pour que GoMockGen génère mon mock de DB. Donc je fais GoGenerate.
Voilà. Ensuite, donc normalement, si je vais voir là-dedans, il a dû me rajouter mockdb. Voilà, il est là, on le voit. Hop. Donc je vais la créer ici. New mockdb. Donc ça prend le contrôleur aussi. Je vais le passer dans mon CLO, dbdb. Hop. Et on est pas mal déjà. On est pas mal. Alors, je vais lancer le test. Donc, qu'est-ce qu'il dit? HTTP test 44. Qu'est-ce qu'on a en 44? Oui, parce que l'assertion, vous vous souvenez, l'assertion, qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Elle va vérifier, elle va taper la base de données et dire, tiens, assure-moi que le hit a bien été fait. Mais ici, vu qu'on ne tape plus désormais dans la base de données, on n'a plus de raison de faire ça. Donc ça, on va le retirer. Je relance le test. C'est assez. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que je n'ai pas fait. Dans ton HTTP, t'as pas dû appeler ton sous-élément de Sayallo. Ah oui, exact, merci. Directement. Merci. Important d'être plusieurs quand on... quand on fait ce genre de choses. Oui, j'ai supprimé le code, mais j'ai pas rechangé, effectivement. Merci Benjamin. Donc, je vais refaire shdb hit de l'IP. Et hop. Donc le code qui avant ici appelait directement le Redis, maintenant appelle une interface et appelle hit dessus. Donc si je relance mon test, là effectivement, GoMock n'est pas content, il me dit unexpected call to mockdb hit. Ok. Et donc on a la même erreur que tout à l'heure avec Benjamin, donc je vais devoir écrire un expect, puisque mon test, je sais que mon test va faire un appel à cette méthode. C'est la même IP, hop. Donc je lui dis que ça return, je veux pas que ça retourne d'erreur, donc je mets return nil, mais comme GoMock par défaut va retourner les valeurs, les empty values, donc si c'est une interface, il va retourner nil, si c'est un int, il va retourner 0, si c'est un string, il va retourner une string empty, j'ai même pas besoin de le mettre en fait, ça va retourner nil par défaut. Donc je relance mon test, et cette fois on est bon. Donc la DB a été moquée, et là on a encore baissé le temps du test, on n'est plus qu'à moins de 10 millisecondes. Donc vous vous souvenez, au début on était à 500 millisecondes, là on n'est plus qu'à 10 millisecondes, et on commence quelque part à s'extraire des trucs pénibles quand on teste, c'est-à-dire devoir vérifier que la base de données est vide, donc ça on n'en a plus besoin. On n'a pas non plus besoin de ça. Récupération du client Redis, on n'a plus de client Redis du tout, hein, donc hop, on enlève, on dégage. Et on n'a plus besoin d'aller vérifier les résultats dans la base de données à la fin, puisque en fait, cet expect est suffisant pour nous. Nous, on ne veut pas savoir si la base de données a été touchée. On veut être sûr que cette méthode a été appelée. Et c'est juste ça qu'on a besoin de savoir, pas autre chose. Quelque part après, dans mon package DB, que j'y retourne, je pourrais bien sûr créer un DB test et vérifier que hit fait bien l'incrémentation comme je l'attends. Mais ça, c'est des tests qui sont à part de ma business logic. D'accord? C'est pour ça que c'est bien de les avoir dans des packages différents. On va relancer les tests depuis que j'ai enlevé la connexion. Voilà, là on est à 4 millisecondes. J'ai enlevé donc le flush sur Redis, j'ai enlevé la connexion au Redis, donc là j'ai plus tout besoin de Redis. Voilà. Merci Thomas, je reprends la main. Tac. Hop. Est-ce que je suis au bon endroit dans ton projet? On a DB, on a IP Stack. Ok, super. Donc là, on a réussi à se détacher complètement, à s'abstraire finalement de la database et de l'IP Stack, et le fait d'avoir des tests unitaires qui tournent et qui mettent 4 millisecondes, c'est vraiment confortable en termes d'infini test ou en termes d'exécution de CI systématique. On va gagner beaucoup. Dès qu'on va se mettre à dépendre de quelque chose d'externe, effectivement, on va souffrir et toute la chaîne va en souffrir. On va continuer l'exercice parce qu'on adore la répétition avec le time.no.
si on regarde l'HTTP test, ici, on a toujours le hello, it is quelque chose. It is quelque chose où, d'ailleurs, l'étoile n'accepte rien, donc on vérifie rien actuellement. Parce que si mon implémentation de time.no finalement retournait un truc vide, je me rendrais pas compte dans mes tests, et puis ça partira en prod, et puis finalement mes utilisateurs recevraient du hello, it is. Donc moi, c'est pas exactement ce que je voudrais. Je voudrais un truc un peu plus déterministe ici. J'aimerais bien pouvoir mettre moi j'ai prévu que mon test retourne ça. Je veux que ça me retourne ça. Donc comment je fais? C'est toujours la même logique. On regarde, on va récupérer le bout de code qui nous ennuie. Ici, c'est le time.no en l'occurrence, et on va l'enlever. On va l'enlever. Je vais le garder quand même dans ma. Voilà. Je fais un petit CTRL X quoi. Et puis ici, j'aimerais qu'il y ait un truc qui s'appelle clock, et que cette clock, finalement, soit une interface. Voilà. Ça y est, je suis perdu. Et que cette clock soit une interface qui fasse quoi? Interface. Hop, qui me retourne, qui prenne un no et qui me retourne une string déjà préformatée comme j'ai envie de l'avoir. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'utilise plus hello, je vais utiliser mon sh.clock.now. Et en termes d'implémentation, ça va être assez simple, ça va être même très simple. Je vais avoir un package qui va juste faire clock.go avec un seul fichier qu'on peut tester. Hein. Une fois de plus, les packages indépendants, comme ça, ils vont avoir leur propre logique de test si on veut les tester. Mais nous, on ne veut pas qu'ils soient testés dans notre package qui contient notre logique business. Donc, package clock, je fais tout comme tout à l'heure, je me crée un type clock qui est une struct qui n'a besoin de rien. Simplement pour satisfaire une interface. Et je vais me créer une fonction new, parce qu'on aime bien la symétrie avec ce qui existe ailleurs. Hop. Une fonction new sur un truc qui ne peut rien. On pourrait s'en passer, mais au moins fonctionne de la même manière. Et ensuite, on va définir notre méthode qui est attachée à la structure clock, qui c'était now, qui retourne une string et qui retourne, hop, clac. Voilà. Donc ce package est tout simple, il prend juste time en entrée et puis il me retourne ça. Si vous voulez améliorer votre couverture de code et que vous tenez au dernier pourcent, bah, vous pouvez tester cette ligne-là, qui finalement consistera à tester la librairie standard de Go. Mais au moins vous aurez une couverture de test optimale. Donc si on retourne de l'autre côté, ici j'ai bien sh clock.no. Dans mon main, je vais injecter mon implémentation de clock. Je pourrais très bien aussi envisager d'avoir plusieurs implémentations de clock en fonction de, je sais pas, du type de déploiement, d'où on a envie de déployer, d'un pattern qui viendrait d'une configuration, et à ce moment-là, injecter l'implémentation au runtime en fonction de ce dont on a besoin. Donc clock.new, nous, en l'occurrence, on a fait le cas simple, on n'a qu'une seule implémentation. Et puis au niveau des tests, on va relancer GoGenerate. GoGenerate. Toujours pas, c'est toujours... Hop. Voilà, hop. Donc on a port test qui a été enrichi à nouveau, certainement avec une logique de clock, si je fouille, voilà, mock clock. Et dans mes tests, ici, là, je vais réitérer ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais me faire une clock, qui cette fois sera la version implémentée, mais du mock, new clock, avec le contrôleur. Et je vais l'injecter, hop, ici. Et j'oublie pas, comme Thomas précise tout à l'heure, si je lance le test maintenant, qu'est-ce qui va se passer? GoMock va râler en me disant j'attends un appel, tu m'as injecté un mock sur lequel j'attends un appel, enfin sur lequel je n'attends aucun appel, pourtant j'ai un appel qui a été effectué dans l'exécution de ton test sur le clock.now. Et moi je sais pas le gérer. Tu m'as pas dit ce qu'il fallait que je réponde dessus. Donc on recommence l'exercice, on fait clock.expect.now, et puis là je vais retourner, c'était quoi? 3h48, je crois que c'est ce que j'ai mis au-dessus. 3h48 PM en minuscule. Si je lance ce test,
Voilà, je vois que le test passe, et là on ne sollicite plus du tout la librairie standard, on a complètement moqué, en fonction de ce qu'on a envie d'injecter, en fait on peut décider de moquer ce qui nous gêne. J'en profite pour prendre 2 minutes de plus, pour aller un tout petit peu plus loin, parce qu'après Thomas va vous montrer la version définitive du projet. Tout à l'heure Thomas disait, la logique d'IPStack on s'en fiche, on ne veut pas la tester. Alors, bon, on veut pas la tester, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on veut pas la tester dans le cadre de la logique, de notre business logique principale. Par contre, si on veut quand même la tester, là, on va être à nouveau ennuyé, parce que si on regarde le code source, on voit qu'au milieu de ces lignes-là, on a un HTTP GET. Et du coup, c'est un peu gênant. Comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ce HTTP GET? En réalité, on peut toujours adresser la même logique. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce que fait GET. GET, finalement, c'est une fonction qui utilise un client par défaut, mais ce client par défaut a une méthode qui s'appelle get. Donc peut-être que si je définis une interface qui s'appelle get, je vais pouvoir m'en sortir. Je vais essayer de prêter à l'exercice. Hop, je reviens. J'ai pas du tout mes raccourcis pour revenir dans le passé, donc hop, IPStack. Donc ici, je vais faire à peu près la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais je vais définir un port.go dans IPStack. Hop, je suis toujours dans IPStack. IPStack. Je définirai une interface ici. Hop, type client, HTTP client, comme on veut. Non, mais c'est pas grave. Type interface. Et hop, moi, je veux que ce soit une interface qui réponde là-dessus. Le response, ça devient une HTTP response. Tac. Et bah, je ne suis pas obligé de nommer mes paramètres, comme précisé Thomas tout à l'heure. Donc, je peux faire un peu de ménage pour rendre le truc un peu plus minimaliste. Et ici, mon IPStack, je vais lui dire maintenant, tu vas porter quelque chose qui est un client et qui répond, qui satisfait l'interface d'HTTP client que je viens de définir. Et je vais faire la même chose. Je vais l'injecter dans mon builder. Voilà. Et ici, plutôt que d'appeler mon mock, plutôt que d'appeler mon HTTP GET directement, parce que c'est vraiment ce qui m'ennuie, je vais faire un IPStack is.monClient.get. Comme je sais que j'ai récupéré la signature qui était dessous et que j'en ai fait une interface qui me convient à moi, je sais que j'ai rien à changer. Voilà. L'avantage en fait d'utiliser ce système de porte et d'interface, c'est de dire ok, moi j'ai peut-être pas besoin de tout ce que propose un client. Moi, c'est très clair, mon package, il a 0 dépendance. D'ailleurs, il a on le voit quand on regarde les interfaces, enfin, on a la dépendance au type response, mais on n'a plus aucune dépendance à des implémentations. Donc, et puis on voit très clairement ce dont le package a besoin, à savoir simplement une méthode get. Et puis, comment est-ce qu'on injecterait ça très vite? Au lieu de faire un IPStack new, parce que nous, ça va nous gêner dans le main, parce que IPStack new, ça marche pas là. Je dois avoir un client, voilà, je peux créer un client à ce moment-là. Et puis, l'avantage, c'est qu'au runtime, je peux dire, moi, je sais que j'ai constaté que l'API d'IPStack, elle était un peu lente, ou c'est super réactif, ou autre, peu importe. En fait, ça va me permettre de tuner ce dont j'ai besoin, mais vraiment pour le runtime. Donc, time, si au bout de 3 secondes, j'ai pas de réponse, par exemple, je veux que ça me retourne une erreur. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on peut faire la même logique, on peut créer un IPStack.go, on peut moquer les interfaces et on va pouvoir tester toute cette partie-là, ce qu'on n'aurait pas pu faire. Et donc, on va pouvoir tester comme ça si on est vraiment un féru de test unitaire et de couverture parfaite, on peut tester absolument toute notre codebase. Je m'arrête là-dessus, c'était juste une aparté pour vous montrer qu'on peut aller assez loin, jusqu'à l'appel de la liste standard et qu'on peut pousser au maximum la logique. Je te rends la main, Thomas, pour nous présenter un peu la version finale du projet et nous reparler un peu de la standard package layout sur une version définitive pour nous montrer à quoi ça ressemblerait. Oui. Alors, je reprends la main, tac, tac. Alors, donc là, on est passé sur une version finale parce que, bon, on était quand même parti d'un projet où tout était dans le main, donc ça, c'est un peu dégueu. Généralement, on essaye d'avoir le moins de code possible dans main et donc d'en avoir un peu dispatché ailleurs. Donc là, on va reprendre
ce que préconise l'article donc Standard Package Layout de Beth Johnson. Donc Beth Johnson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait Bolt, donc il est assez balèze. C'est-à-dire que le main package, le premier package, c'est ce que lui appelle notre domain package. C'est en gros le package où il y a toute la business logic. Donc ici, moi j'ai tout embed dans un package CLO, où on a ici notre clo.go et notre clo.test. Donc là, on va retrouver exactement ce qu'on avait avant. Donc on a le CLO avec les différentes implémentations, la DB, la IDP stack, la clock. La différence, c'est qu'il n'est plus dans le package main maintenant, il est dans le package CLO. Autre particularité, le port.go, désormais, on lui a changé, on lui a dit de sortir dans CLO_test. Parce que maintenant, nos tests, ils ne partagent plus le même package que CLO, que le package de l'implémentation. Il utilise son propre package, donc CLO test. Donc ça, c'est autorisé par Go, en fait, d'utiliser un package différent, mais bien que les fichiers soient dans le même répertoire, on peut utiliser un package différent pour les tests. Et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert à vous priver de l'accès aux méthodes privées. Pourquoi on fait ça? Parce que généralement, on ne teste pas les méthodes privées, on ne teste que les méthodes publiques. Donc, en gros, là, on a exactement la même chose qu'avant, mais on utilise CLO new, donc j'ai rajouté un constructeur aussi sur le CLO. On a toujours la création de nos mocks. Qu'est-ce qui a changé? On a désormais une méthode setup. Donc avant on avait un assert, maintenant on a un setup. Assert est exécuté à la fin, setup est exécuté avant. Parce que les expect qu'on a écrits, ils ne s'appliquaient qu'au seul cas qu'on avait écrit. Or, si on a écrit un deuxième cas, comme vous le voyez ici, les expect vont être différents. Donc il est important d'avoir une méthode setup lorsqu'on fait du GoMock et du test paramétré. Là, le setup, il va prendre en paramètre les mocks. Donc si vous avez beaucoup de mocks, idéalement, c'est de créer une struct qui contient tous les mocks. Donc en gros, pour le UK, le test qu'on a déjà vu, on s'attend à ce que IPEXTAC retourne GB, que la DB enregistre un hit sur l'IP et que le clock retourne 3h48. Ensuite, sur FR, on va juste changer l'IP stack expect sur le country code, on va lui dire que ça retombe à FR. Vous remarquez qu'on n'a bien sûr même pas besoin de changer l'IP, puisque l'IP, elle n'a aucune espèce d'intérêt. Nous, ce qu'on change, c'est ce que va retourner le mock. D'ailleurs, on pourrait même se passer de mettre l'IP dans les paramètres du case, et on pourrait la mettre en dur ici. On pourrait mettre même XXX. Du moment qu'ici on a XXX, ça marcherait aussi. On ne va pas le faire là. Et ensuite, donc, il retourne FR. On s'assure que donc il y a le hit sur la base, que le clock retourne 3h48. Et à la place le assert, on va le mettre en fait ici maintenant. Et on a rajouté un field sur nos cases qui est expected result. Et on va juste s'amuser à comparer que ce qu'a retourné CLO, c'est égal au expected result. Donc, en même temps que CLO a été sorti du main, on l'a également complètement sorti de tout ce qui est HTTP. Il n'y a plus de méthode serve HTTP, on n'a plus besoin de recorder. La signature de CLO est devenue simple, à savoir. Maintenant, on a juste CLO qui retourne un string. On n'a plus un writer dans lequel on écrit dedans. Okay, c'est un peu plus simple. Et donc, on se contente juste de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, le require et assert, vient de testify. En gros, quand vous voyez require, ça veut dire que si jamais la condition est faute et n'est pas valide, il n'ira pas plus loin dans le test. Alors que l'assert, il va continuer le test. Donc, en gros, s'il y a une erreur, il ne va pas faire l'assert. L'assert, on vérifie donc que le résultat de TLO correspond à ce qu'on a mis là. Donc, si on run les tests, là, parce que oui, il faut que je me mette. Ah oui, soit dans le paquet, je pense que c'est mieux. Voilà. Là, tout passe. Juste
rapidement comment le main a changé. Donc le main, il a toujours la création du Redis, il a toujours la création du CLO, donc via le constructeur cette fois. Et maintenant, le CLO n'implémente plus un HTTP handler, on crée rapidement un handler qui va faire appel à CLO et qui va enregistrer la réponse. Donc là encore, on a un main qui n'est plus testé du coup, mais qu'on pourrait tester assez facilement en utilisant à peu près le même genre de test qu'avant, mais de manière plus simple, puisqu'on aura juste CLO. Je crois que c'est tout sur ce qui a été changé. Voilà. Merci Thomas. Simplement pour revenir sur le Z-Oreo Interaction Package, avec la structure actuelle là qu'a proposé Thomas à la fin, on n'a plus aucun package qui dépend les uns des autres en fait. On peut pousser la logique jusqu'au bout, ce qui fait qu'on n'a vraiment aucune interaction d'un package à l'autre, et chaque package est parfaitement isolé et a sa propre logique. Voilà. Et l'intérêt, c'est que tout est vraiment découplé, et en termes de modularité, c'est un vrai bonheur quand on travaille sur ce genre de code base. Voilà, il nous reste 0 minutes pour les questions, mais on va quand même prendre 5 minutes, évidemment, si vous avez des questions, remarques ou autres. Vous pouvez les mettre dans le chat ou parler comme vous voulez. Et puis après, bien sûr, si vous voulez revenir vers nous, il y a le GDG Bordeaux, qu'on remercie encore, et puis on est disponible sur Twitter. Et puis je pense qu'on mettra la vidéo en ligne. On va se rapprocher de GDG Bordeaux pour voir à quel endroit on met ça, et puis voilà, on communiquera sur le meetup. Ok, super. Bon bah écoutez, merci à tous pour votre écoute. Et puis au prochain SRA sur le YouTube du GDG. Super. Top. Bon bah super. Merci à tous alors. Bonne soirée. Et puis au prochain meetup GDG. Merci. Salut. Merci beaucoup.